Bienvenue à cette deuxième journée de colloque sur le numérique. Euh, Hier, vous savez que c'est de plus en plus de coutume de reconnaître les territoires autochtones, mais j'avais une petite variante. Je voulais faire ça hier. Je voulais vous présenter un livre qui, oups, je ne sais pas si vous voyez le titre. C'est en fait l'évolution des Micmacs de Gespegewaki. Donc, c'est en fait l'histoire, la vision, la relation de la Terre, l'occupation historique et actuelle du territoire, de même que les noms de lieux et ce que révèle ceci sur l'occupation ancestrale du territoire. C'est vraiment la Gaspésie, péninsule acadienne. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça a été publié récemment aux presses de l'Université d'Ottawa. C'est en fait donc des gens de la communauté qui ont raconté un peu des récits de vie et parlé des noms de lieux. Puis ça a été traduit en français par des gens qu'on connaît. Peut-être, Laurence, tu connais Sonia Malaborza. Donc, c'est des traducteurs et traductrices de chez nous. Qui fait du super travail en plus. Alors voilà. Donc, on va commencer. Je vais céder la parole à Sylvain Saint-Onge, qui va être le modérateur pour cette première session. Donc, bon colloque à toutes et tous. Oui, merci Anne. Vous m'entendez bien? Oui. Oui, Sylvain Saint-Onge, je suis chercheur à l'Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques. Juste un rappel que ce matin, le colloque, c'est une collaboration de l'Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques et le réseau de recherche sur les communautés québécoises d'expression anglaise. Donc, on aura 3 communications de 20 minutes, je le rappelle. Vous avez seulement 20 minutes. Puis par la suite, à la fin des 3 communications, là, on aura une séance questions-réponses. Puis aussi, entre-temps, pendant les communications, vous pouvez toujours diriger vos questions vers le chat. Puis aussi, la diriger, mentionner la personne en question là, à qui vous vous adressez. Donc, la session de ce matin, pratique langagière, identité linguistique sur les réseaux sociaux. Notre première présentation de Francis Manzano, qui va porter sur son titre, c'est les 2 langues minorées dans la bulle Internet, gallo de Haute-Bretagne, France et berbère de l'île de Djerba en Tunisie. Francis Manzano a enseigné la linguistique française et la sociolinguistique au Maghreb, au Burkina et en France. À l'Université de Rennes 2, il a fondé la revue Les Cahiers de sociolinguistique avant d'occuper une chaire de dialectologie et langue régionale à l'Université Lyon 3 de 2007 à 2015. Ses recherches portent sur la dialectologie romane, occitan, catalan, les langues minoritaires gallo-normands et les contacts de langue au Maghreb. Je vous cède la parole, M. Manzano. Merci. Tout le monde m'entend, c'est bien? Oui, ça va. Bien. Bon, dans le cadre d'un colloque consacré aux langues minoritaires, vous noterez peut-être dès le début que j'ai préféré parler de langue minorée. J'aurais pu dire minorisée aussi. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que, suivant les zones, nous n'avons pas affaire aux mêmes procédures sociolinguistiques. Si nous prenons le cas de votre pays, le Canada, il était évident que le terme de langue minoritaire convient dans la plupart des cas, au moins d'usage minoritaire. Mais je vais prendre un contre-exemple pour vous montrer un petit peu la nature des différences qu'on peut avoir au Maghreb notamment. Il y a quelques années encore, les choses sont en train de fondre, mais il y a quelques années encore, la population berbérophone, la population berbère, était majoritaire au Maroc. Comment on fait avec des langues comme ça? Est-ce qu'on les appelle minoritaires, alors qu'on sait qu'elles sont majoritaires statistiquement et qu'en réalité, bien entendu, sociolinguistiquement, elles sont fortement minorisées ou minorées. Voilà un petit peu la justification du titre. L'autre justification, elle va aller pour le terme de bulle, mais peut-être que les questions permettront d'y revenir. Mon idée, c'est que l'Internet est très utile pour les langues régionales, mais qu'il est aussi une sorte de piège, parce que les militants s'y engouffrent très facilement, pas forcément avec toutes les compétences techniques,
pas forcément non plus avec un encadrement qui pourrait paraître nécessaire en tout cas. Et donc, du coup, on a toute une série de déformations qui parfois sont peu importantes, parfois un peu plus. Et quand vous les empilez, ces transformations, eh bien, vous arrivez à l'idée que vous avez quelque chose qui est quasiment artificiel en bout de chaîne. Voilà. C'est ce que je vais montrer rapidement pour le galop tout à l'heure. Une autre différence pour les deux situations que je vais pointer, celle de la Bretagne en France, de la Bretagne romane en France et celle du Berbère à Djerba, c'est que nous avons affaire à deux pays qui sont entièrement différents dans leur fonctionnement diachronique et sociolinguistique. Chez vous, on peut dire que, en gros, dans les traditions et les institutions, je pense aussi, vous êtes coutumier, bien entendu, du bilinguisme, et donc vous savez disposer les langues suivant les régions de votre pays, suivant qu'elles sont majoritaires ou minoritaires, d'emploi majoritaire ou d'emploi minoritaire. Or, dans le système français, c'est complètement différent parce qu'on a affaire à un système hautement centralisé. Je crois que c'est un des modèles de centralisation qui peuvent exister dans le monde. Et très curieusement, enfin, ça se comprend hein, du point de vue de l'histoire, la Tunisie a repris un petit peu le même cheval de bataille. Donc, d'un côté et de l'autre, on est dans une centralisation maximale avec l'idée qui s'impose à travers le temps et de plus en plus aux locuteurs de ce pays, qu'il y a une langue qui est de droit celle du pays, bon, le français quelque part, chez nous, et l'arabe, notamment en Tunisie. Le reste, donc, est forcément, au départ, hors jeu. Et la question pour les militants, c'est de les remettre dans le jeu. Voilà. Si vous voulez bien, je vais essayer de gagner un peu de temps. Je vais aller directement aux cartes. Si vous pouviez me passer la carte concernant le gallo, c'est-à-dire les langues régionales de France et le gallo. Tu le fais-tu, Anne? Je le fais. C'est Anne qui va le faire, je crois. Ça vient. Non, c'est pas ça. Oui, voilà, c'est un peu plus haut. Voilà. Ah oui, vous avez mis le document en entier, d'accord. Montrez-moi celle du haut, je vous prie. Voilà. Bon, voilà où se situe le gallo. Vous le voyez, il est en Bretagne. C'est l'extrémité occidentale de la France. Là, vous avez le breton et à côté, vous avez le gallo. Voilà. Et le gallo, alors bien sûr, puisque j'ai la carte sous les yeux, on en profite pour comprendre que le gallo fait partie de la langue d'Ouï. Ça, c'est le point de vue des romanistes traditionnels. Évidemment, vous reconnaissez les autres familles, enfin les sous-familles plus exactement, qui existent en France. Prenons la carte du bas. Un petit peu plus bas. On remonte, voilà. Voilà, on remonte. Voilà ce que donne la Bretagne vue de près. Et c'est ce que je mets dans mon article complet, c'est que ces choses-là sont devenues, comment dirais-je, extrêmement ordinaires. On considère qu'il y a deux Bretagnes, une Bretagne bretonnante et une Bretagne galaise. Alors, d'où viennent ces langues, très rapidement? Le breton, je crois que vous le savez dans l'ensemble, mais c'est une importation à partir du IVe siècle de l'ère chrétienne, une importation à partir des langues celtiques qui se parlaient en Grande-Bretagne actuelle, Irlande, etc. Et on peut avoir la carte à nouveau? En ce qui concerne le gallo, alors vous l'avez bien vu, bon, c'est pas grave, oui, voilà. Et voilà, donc on a une partie orientale de la Bretagne qui est galaisante. Alors on appelle ça le gallo ou la langue galaise. Alors évidemment, cette partie jaune n'a fait que se déplacer vers l'ouest à travers le temps. Il y a 2 siècles, elle se trouvait en gros entre Rennes, que vous voyez, qui est la capitale provinciale, et la frontière actuelle. Donc elle n'arrête pas de bouger parce qu'en réalité, sur le terrain, la langue romane progresse, et la langue romane, elle se manifeste notamment pour le gallo. Alors c'est un des points qui va être, comment dirais-je, presque rédhibitoire pour le gallo dans l'histoire du militantisme récent, parce que régulièrement les bretonnants n'y sont pas très favorables, considérant que le gallo est une sorte de cheval de Troie de la romanisation et donc de la francisation.
D'où cette idée que j'ai fait apparaître dans ma communication, je le redis maintenant rapidement, c'est que le français a été présenté, pardon, le gallo a été présenté comme du français déformé traditionnellement, comme une sorte d'avatar régional du français sur place. Et c'est intéressant pour vous, notamment au Canada, parce que c'est ce français-là, ce français déformé, entre guillemets, ou ces pratiques que je verse dans ce que j'appelle le magasin dialectal, qui sont passés directement chez vous, comme basilectes. Les basilectes que vous avez chez vous, ils proviennent essentiellement de ça, avec une petite superstructure haute du français. Parce qu'évidemment, quand la conquête s'est faite, l'exportation des Français au Canada s'est faite, eh bien, il y avait évidemment des gens qui parlaient bien le français académique, notamment au XVIIe, XVIIIe siècle. Et puis, il y avait tous les paysans qui parlaient des choses comme le normand, comme le gallo. D'où l'air de famille qu'il y a aussi avec vos campagnes. Est-ce qu'on peut voir les textes qui sont juste après? Alors, un des problèmes du gallo, voilà, c'est d'affirmer sa différence par rapport au français. Ça devrait intéresser les gens chez vous parce que normalement, vous avez le même genre de problématique. Voici un texte qui était utilisé dans les années 1960, 70, à l'époque où une première génération de gens anciens, plutôt des ruraux, etc., se sont mis à faire connaître leur langue régionale, le gallo. À la limite, je n'aurais pas besoin de le lire parce que je pense que tout le monde est en train de le regarder. Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche pour vous? Est-ce que vous ne comprenez pas? Est-ce que c'est, question annexe et question perfide, est-ce que c'est une langue différente du français? Est-ce que quelqu'un peut me répondre tout de suite à ça? Pour moi, ce n'est pas fondamentalement différent. Alors après, évidemment, quand vous mettez l'accent, etc., c'est des douzaines d'anciens de Lannion dans le pays de Bas-Breton, pourrez-vous conter cette histoire vraie qui est arrivée en 1891, dans le temps où il y avait encore des loups en Bretagne. C'est mon copain René Nicolas, qui connaît bien le monde de l'agneau, qui me l'a dit, en buvant du chouchen, comme ils disent c'est eux, et du chanillard, c'est nous. Bon, à part chouchen, que peut-être certains d'entre vous connaissent, c'est une boisson de Bretagne bretonnante, et eux, ils l'appellent le chanillard. Le reste, c'est quoi? Le reste, c'est, enfin, en tout cas pour un francophone, ça peut sembler être des adaptations, en quelque sorte, du français à des parlers ruraux. Voilà, on peut le voir comme ça. Bon, ça a été un des problèmes des militants, voilà pourquoi j'insiste sur ce texte, parce qu'ils ont voulu reconstruire la différence. Depuis 30-40 ans, ils n'ont que ça en tête, et je les comprends, c'est tout à fait logique. Si on veut affirmer le gallo, il faut montrer qu'il est différent du français. Et pour ça, voyons le texte au-dessous, voilà comment les choses ont évolué en 20 à 30 ans. Alors maintenant, voici un mail que j'ai reçu d'une association galaise, il n'y a pas en 2016. Et là, c'est déjà moins évident, si vous voulez. On sent que la différence est en train de se creuser. Si l'on veut rechômer le gallo, il faut les diphtongues, il faut du monde qui cause et du monde qui écrive. Vous êtes capable, dame, avec du talent, le gallo a affaire de vous. Le dernier jour pour envoyer un texte, c'est dimanche 29 du mois de mai à vos ordinaires. Bon, c'est un petit peu plus distant, mais on pourrait tomber sur des textes beaucoup plus différents. Il y a quelques années, donc j'avais quelqu'un qui commençait une thèse avec moi, il me dit, mais tu as vu ce qui se passe, ils sont en train de créer un métro à Rennes, et ils ont mis des plaques en breton et des plaques en gallo. Parce que les Galaisans sont très, très actifs en tant que militants. Ils ont réussi à mettre la région Bretagne de leur côté. Eh bien, il me dit la chose suivante, qui résume l'opinion qu'ont pas mal de gens. Il me dit, mais c'est quoi cette langue? C'est du polonais ou quoi? Il m'a dit du polonais, parce que c'était écrit de telle manière, si vous voulez, que la distance était certes creusée, mais qu'on ne comprenait plus pratiquement ce dont il s'agissait. Donc, vous voyez, ça, c'est de l'ordre de, je dirais, non pas de la manipulation, ce n'est pas exactement le terme qui convient, mais en tout cas, on travaille sur la distance. Et je vais le dire très rapidement, mais
dans la communication écrite, vous le retrouverez, c'est allé très loin puisqu'on a carrément modifié et ce sont des militants qui l'ont fait, on a modifié la typologie des langues romanes en créant un nouveau taxon qui s'appelle le brito-roman, pour montrer que ce n'est pas simplement du gallo-roman, donc de la langue d'ouïe. On va aller chercher le voisin breton, qui très souvent est un ennemi, mais bon, pour le coup, on se rapproche de lui pour se distinguer du français. Et ce concept est tout à fait, ça c'est mon avis personnel, je ne l'écrirai pas comme ça, mais il est regrettable parce que c'est une vis sans fin, si vous voulez. Si on se met à créer des taxons comme ça infinis dans la Romagna, par exemple, on va avoir bien sûr l'occitano-roman, on va avoir pourquoi pas je sais pas moi, le tourangeau-roman ou quelque chose comme ça, vous voyez, et on n'en sortira plus. Donc il y a un moment où on sent bien que les militants sont un petit peu à côté de la plaque, mais on comprend pourquoi ils font ça. Passons à Djerba, si vous voulez bien. Alors, à Djerba, 2 mots, parce que je me suis dit que j'ai présenté la carte, parce que tout le monde ne connaît pas forcément l'île. Voilà, c'est une île qui est très proche du continent, en Tunisie. Et j'ai eu l'occasion, alors c'est pour ça que je suis parti cette étude-là, notamment dans ma communication, j'ai eu l'occasion en 1990, j'étais professeur en Tunisie, et donc j'allais quitter la Tunisie bientôt, de faire vraiment une étude de terrain, une étude sociolinguistique d'une dizaine de jours, pour voir un petit peu où en était la langue, parce que partout on trouvait des informations lacunaires, reprises des uns et des autres, etc. On ne savait pas du tout où on en était. Et alors, à cette époque-là, déjà en 1990, le berbère, si vous voulez, je l'ai rencontré, parler avec des informateurs qui ont été capables de me parler en berbère. Bon, moi je comprends moyennement le berbère, mais je connais très bien son lexique et pas mal de ses structures. Et donc on voyait très bien qu'à Guelala, par exemple, vous voyez Guelala au sud, dans une sorte de grande baie, Guelala, voilà. À Guelala, il y avait un pôle de sécurisation du berbère. Et également à Sedouikesh, qui se trouve à droite de Guelala, Sedouikesh. Et à l'époque, on disait qu'à Agim, qui se trouve à gauche, cette fois-ci, à Agim, voilà, on avait encore des berbérophones. Apparemment, ce n'était plus le cas déjà. On vivait sur une information ancienne. Alors peut-être y en avait-il dans les petites campagnes vraiment très isolées, mais en tout cas, ça ne remontait pas dans l'information. On avait encore à l'époque dans la région d'Arir et de Midoun, qui se trouve un petit peu plus au nord et à droite. Vous voyez ça, Arir, sur la côte est, voilà, et au-dessus Midoun. Voilà. Dans ce secteur-là, on en était à des vieilles personnes. Ce sont des personnes de 70, 80 ans qui parlaient encore le berbère. Mais, me disaient les informateurs, j'ai pas pu en voir, hein, malheureusement, me disait l'informateur, le fils d'une de ces dames, me disait, mais elle ne parle plus le berbère, mais elle peut vous le ressortir à tout moment. Elle ne parle plus le berbère parce qu'il n'y a plus de possibilité de parler le berbère à qui que ce soit. Donc, c'est une langue déjà morte au niveau de Midoun, en l'occurrence, vous voyez. Voilà. Bon, ben, actuellement, d'après les enquêtes complémentaires qui semblent avoir été faites, c'est fini. Dans tous ces endroits, on ne parle plus le berbère. Et malheureusement, en ce qui me concerne, dans l'étude à laquelle je vous renvoie par un lien Internet dans la communication, vous la verrez, hein, malheureusement, je faisais une cartographie prospective à l'époque. Et il me paraissait évident, en cumulant toutes les informations, que l'arabisation était venue par le nord, par la capitale qui s'appelle Umsuk, et que, il faut que je me retire un petit peu, et que la distribution, si vous voulez, de l'arabe vers le sud se faisait par les côtés, par la droite et par la gauche, donc par l'ouest et par l'est. Et donc, il y avait une sorte d'enfermement sur la région de Sedouikesh-Guelala, et c'est exactement, malheureusement, ce à quoi on arrive aujourd'hui. Et je disais tristement, parce que ça ne me fait pas plaisir de dire des choses comme ça, mais je disais tristement que le berbère disparaîtrait dans le premier quart du XXIe siècle. Nous y sommes. Alors, le problème est de savoir maintenant. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. J'ai quoi, encore 5-10 minutes maximum? Voilà. Il vous reste 4 minutes. Comment? 4 minutes. Ah oui, bon, alors, que font les militants? Eh bien, ici, de ce côté-là, sur Djerba,
les militants ont récupéré un mouvement qui s'est fait ailleurs. C'est le mouvement marocain, le mouvement algérien, le mouvement libyen. Et ils essayent de récupérer en quelque sorte les enveloppes, la superficie de ce mouvement, à travers les terminologies notamment. Donc jamais personne n'a dit à Berbère, à Djerba, je m'en souviens très bien, en 90 je parlais avec les gens, ils refusaient de l'appeler autrement que le berbère. À leur époque, je leur disais, mais vous savez, là, juste à côté, vos voisins, les Algériens, j'avais des étudiants algériens déjà, en Algérie, ils parlent du tamazir, de l'amazir. Vous n'êtes pas amazir, vous? Ah non, 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 nous, on n'est pas amazir, on est berbère, ça d'accord, mais pas amazir. Et puis, on ne comprend pas les Algériens. Qu'est-ce que c'est que cette manière de procéder qu'ils ont? Ils ne veulent pas parler arabe, alors que nous, ça ne nous gêne pas. On parle berbère, mais on parle aussi arabe. Vous voyez, c'est assez significatif du paysage sociolinguistique. Et donc, ils ont repris en quelque sorte nos militants berbères, ils ont repris le cheval des Marocains, surtout les Marocains qui ont choisi d'écrire en tifinagh, le tifinagh étant la langue d'écriture ancienne du berbère qui a été restituée. Et le problème, c'est que quand vous consultez le moindre site, eh bien, vous retrouvez toujours ces choses qui sont des sortes de tartes à la crème, mais on ne va jamais au centre, c'est-à-dire à la langue. Et on contourne la langue en allant plutôt vers les traditions locales, vers éventuellement le schisme entre guillemets religieux qui existe à Djerba. Ce sont des ibadites. C'est une secte, comment dirais-je, ancienne, mais un petit peu puriste, et à mains égards aussi progressiste de l'islam. Et tout ça, si vous voulez, quand vous additionnez tout ça, eh bien, c'est extrêmement négatif pour la langue parce que nous sommes dans un pays qui vise à l'intégrité, à l'homogénéité d'ici quelques années. Il n'y a plus que 3-4% de gens qui parlent autre chose que l'arabe. On vise à une intégration religieuse. C'est très typique du Maghreb. C'est la partie avancée. C'est très curieux ça, parce que j'ai travaillé en Tunisie. C'est la partie avancée du Maghreb où on pense que le pays est extrêmement, comment dirais-je, démocratique, moderne, etc. Mais en réalité, la cible, elle est là. La cible, elle est là. Et du coup, les autorités ne protègent pas, n'envisagent pas de protéger. Et je crois que tout le monde considère que le berbère, enfin la plupart des gens qui ont des décisions à prendre, considèrent que le berbère va mourir de lui-même et qu'il n'y a pas de gants à prendre avec lui. Si on prend le cas des Galaisans, eh bien, c'est tout à fait différent. Ils ont beaucoup avancé sur la voie du militantisme. Ils sont en passe de devenir une langue reconnue. Mais alors, le paradoxe est là, et c'est là-dessus que je vais terminer, puisque je suis à peu près dans le temps maintenant. Le paradoxe est le suivant. Vous avez d'une part une langue qui n'est jamais, du point de vue de la sociolinguistique et de la dialectologie, qui n'est jamais qu'un dialecte de la langue d'ouïe, voire une forme régionale très proche du français, qui est en train d'aspirer et peut-être de réussir à devenir une langue à part entière, une langue régionale qu'on noterait comme ceci. Je pense que les gens qui consultent le gallo sur Internet, ils vont s'imaginer que c'est une langue régionale déjà consacrée. Mais d'un autre côté, vous avez une langue comme le berbère, qui est un bijou historique. Parce que quand cette langue va disparaître, les Tunisiens auront du mal à rejoindre leur passé. Et le passé, c'est très important pour aller plus loin, vous le savez, pour l'avenir. Et donc, le berbère disparaissant, c'est un véritable trésor linguistique qui va disparaître. Et c'est en train de se faire sous nos yeux. Si ça continue à cette vitesse, dans 20 ans, c'est terminé. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus, sauf des gens qui l'auront réappris. Et vous voyez donc un petit peu mon idée, c'était ça. Vous montrer comment, dans la bulle Internet, et à partir de faits concrets que j'ai rappelés rapidement, eh bien, on va déboucher sur des choses qui sont tout à fait paradoxales. Je vous remercie, je m'arrête là. Merci beaucoup. Très intéressant. Je peux revenir moi-même dans la période de questions sur l'influence des médias. On va passer avec la prochaine présentation, qui est une présentation de Laurence Arrigui et de Tommy Berger, le podcast par et pour la communauté, un nouveau marché franc pour une variété de langues stigmatisées, le cas d'un podcast tout en chiac. Laurence Arrigui enseigne la linguistique à l'Université de Moncton depuis 15 ans. Ses travaux portent sur les discours essentiellement médiatiques, sur les pratiques langagières des Acadiens et Acadiennes, notamment la qualité de la langue des jeunes, le niveau de littératie. Dernièrement, elle s'intéresse au rôle glottopolitique des médias sociaux.
Tommy Berger est diplômé de l'Université de Montréal en anthropologie linguistique, intéressé aux enjeux de domination du français dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Il poursuivra son doctorat en sociolinguistique à l'Université de Moncton en abordant la performance humoristique et son rôle sur l'insécurité linguistique des artistes en milieu minoritaire. La parole est à vous. Merci. Donc, merci, je disais bonjour. Et puis, c'est ça. Donc, notre objectif avec cette communication aujourd'hui, ça va être d'investiguer avec un regard de sociolinguiste un type de production numérique, ce qu'on appelle des émissions en balado-diffusion, connues aussi sous le nom de podcast, un type particulier, ceux qui sont de type natif et indépendant au sein de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. Alors, nous allons voir que le podcasting peut être un instrument de prise de parole publique pour des voix que l'on entend moins, ce qui, en contexte linguistique minoritaire, va donner non seulement accès à la parole publique à des personnes minorisées, mais aussi à des pratiques linguistiques locales qui sont souvent effacées dans les médias plus officiels. Alors, en effet, en Acadie, les médias traditionnels, officiels, en mettant de l'avant des formes exogènes de français qui sont tenues pour plus légitimes que le vernaculaire, participe finalement au fait qu'en plus d'être minorisés face à l'anglais, les Acadiens et les Acadiennes peuvent l'être aussi dans leur propre langue. Donc, dans ce contexte, le podcast peut s'avérer un marché médiatique alternatif, un marché franc, au sens où le propose Bourdieu, qui offre finalement aux membres de la communauté non seulement un espace en français, mais aussi un espace dans son français. Donc, nous allons nous arrêter sur l'offre en matière de podcast acadien en mettant l'accent sur la place qui est donnée au vernaculaire, que nous lisons comme une stratégie de différenciation. Alors, après ce premier bilan, nous nous concentrerons sur le cas particulier d'une seule émission, une émission qui est construite autour de la revendication d'une pratique linguistique stigmatisée en Acadie, le CHIAC. Cette émission est complètement en phase avec l'idéologie du par et pour, et elle offre finalement, dans cette optique-là, aux membres du groupe, ce qu'on propose d'appeler un safe space linguistique, finalement, où l'usage de traits de langue minorés va servir d'outil d'inclusion, ce qui inéluctablement va conduire aussi à quelques exclusions. C'est ça que montrera Tommy dans un deuxième temps. Donc, avant cela, dans un but de contextualisation, je vais rapidement dire quelques mots sur la notion d'espace francophone appliquée à l'Acadie du Nouveau-Brunswick. Je vais préciser également le type de balado-diffusion qui retient notre attention. Et enfin, pour souligner la valeur communautaire que peut revêtir le podcasting, je rappellerai succinctement l'importance pour une communauté de posséder ses propres médias. Donc, l'Acadie du Nouveau-Brunswick, en Acadie du Nouveau-Brunswick, finalement, donc une zone où le français est minoritaire, bien des luttes ont permis à des institutions de voir le jour. Notamment, parmi celles-ci, il y a plusieurs institutions médiatiques, c'est-à-dire des journaux, des chaînes de radio. Et évidemment que de telles réalisations sont des espaces sociaux où s'est construit et se construit au jour le jour le projet francophone. En fait, ce sont des espaces francophones au sens où l'on définit Forgues, Robineau, Pépin-Fillon et Bouchard dans un article de 2020, c'est-à-dire des espaces qui sont des lieux de préservation, de développement et de contrôle pour l'épanouissement de la francophonie canadienne minoritaire. Bon. Donc, dans cette optique, les nouveaux médias issus du Web 2.0 peuvent aussi, selon nous, concourir à assumer une telle fonction, notamment par le biais de la balado-diffusion de type native et indépendante. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là peut-être tout le monde le sait, mais en tout cas, je vais le préciser quand même. Donc, par native, on veut dire des productions langagières qui ont été élaborées pour le web et non pas des émissions de télé ou de radio ou autres qui auraient été numérisées, téléchargées et qui utiliseraient le web pour être diffusées. Et par indépendante, on veut dire des productions, on va dire comme ça, d'individus ordinaires et non pas celles de joueurs déjà présents dans l'espace médiatique, puisque évidemment les grands médias aussi produisent leurs propres podcasts désormais, et non pas non plus des podcasts qui seraient le fruit du travail de véritables maisons de production. Donc c'est ça qui nous intéresse, les balados natifs et indépendants. Donc ce nouveau médium augmente, et pas qu'en Acadie, évidemment, augmente indéniablement et considérablement l'offre médiatique. Il en change aussi la nature
dans la mesure où il ouvre la porte à des nouveaux joueurs. Et pour un groupe minorisé, cela revêt un grand intérêt dans la mesure où ça lui donne finalement la possession de ses propres médias. Puis, en effet, donc en Acadie, pour les Acadiens et les Acadiennes, à l'instar de bien des groupes minorisés, la possession de médias qui lui appartiennent, de médias propres, a été et demeure un enjeu de taille. Par exemple, en Acadie, à travers le temps, plusieurs études ont illustré cette quête et ses résultats, notamment dans le domaine de la presse écrite. Je pense aux travaux de Vatim, de Beauchamp, ou plus récemment de Eddy, de Marie-Hélène Eddy. En fait, posséder ses propres médias pour un groupe social, finalement, c'est prendre le contrôle de son image, c'est faire connaître son point de vue. Puis, la mise sur pied, par exemple, d'organes de presse en Acadie à la fin du 19e siècle a vraiment constitué un des pivots de la construction de la conscience nationale en Acadie, selon une étude historique diachronique qui a été menée dans la première presse acadienne par Boudreau et Urbain. Finalement, sans médias à soi, un groupe ne peut, comme l'indiquent Bernier, Laflamme et Lafrenière, et je les cite, se reproduire dans sa spécificité. Ces derniers nous rappellent en effet que, puis je vais les citer parce que c'est mieux dit que je pourrais le dire. Donc, je les cite. Une collectivité qui ne dispose pas de médias en propre est soumise aux messages qui ont été fabriqués par et pour d'autres populations, ce qui la rend perméable à l'ensemble des valeurs, des choix, des symboles autres que les siens. Elle n'a donc pas de base solide de visibilité pour elle-même et ne peut participer à la conversation interactive qui la ferait exister aux yeux des autres. Fin de citation. Donc, le rôle de premier plan des médias dans la sociabilité des individus et la production et la reproduction de communautés minoritaires est quelque chose de notable. Il a été plusieurs fois mis de l'avant dans les médias traditionnels. Et donc, dans cette nouvelle fonction, les nouveaux médias sont appelés à jouer et jouent d'ailleurs déjà un rôle important. Donc, le podcast devient conséquemment un espace de préservation, de visibilité, un lieu où pratiquer et écouter la langue minorée, lui donner une place finalement. Finalement, dans un contexte où les médias traditionnels favorisent le standard et où la population se tourne assez souvent vers des médias en anglais, ce qu'a montré notamment une étude récente de Sylvain Saintonge. La présence de pratiques linguistiques vernaculaires dans les émissions de balado-diffusion gagne pour nous à être interrogés et ce que nous allons faire, finalement, dans la lignée de travaux qui ont posé un petit peu la même question, avec une certaine présence qui a été donnée dans les radios communautaires au vernaculaire. Donc c'est par le biais d'une recherche empirique de type ethnographique. Alors une ethnographie, c'est quelque chose qui consiste notamment à observer à partir d'Internet les pratiques communicatives d'une communauté virtuelle. Donc c'est à partir de cette recherche que nous nous sommes intéressés à la communauté formée par les personnes qui créent du contenu numérique, qui est recensé comme podcast acadien. Alors, recensé où, comment, par qui? Recensé par un site qui s'est donné cette fonction, le site Acadipod. Alors, en fait, les émissions qui sont recensées et diffusées grâce à Acadipod se retrouvent évidemment sur d'autres plateformes, notamment sur la fameuse plateforme YouTube. Évidemment, on comprend ça dans une multiplication des réseaux de diffusion, une stratégie de découvrabilité. Mais le fait d'être présent sur Acadipod, puisqu'il s'agit de la part des podcasteurs acadiens d'une inscription volontaire, elle va offrir la possibilité aux créateurs et aux créatrices de contenu de se positionner finalement comme des joueurs et des joueuses du marché du balado acadien. Donc, nous avons donc navigué à partir de ce site pour en arriver aux premiers résultats que nous présentons dans notre exploration actuelle. Alors, d'abord, il faut savoir que quand on regarde le site Acadipod, presque toutes les émissions mettent le local, donc la langue locale, le local à l'honneur, le local thématiquement notamment, et que la langue est alors l'une des stratégies majeures qui est mobilisée finalement pour indexer l'acadianité des émissions, ce qui sert également sans doute à les différencier dans cet univers très compétitif. En effet, le site Acadipod, donc en général, je veux dire. Donc, le site Acadipod, lui, recense actuellement 19 émissions. Et dès le titre, pour la majorité de celles-ci, le vernaculaire est mis de l'avant par le recours à un trait linguistique acadien. Donc, on utilise finalement un trait régional indexical qui peut être une expression comme un brin jazette, qui est le titre d'un des podcasts, ou entre chums. On va utiliser aussi un fait de prononciation comme l'élision,
Parle-moi de ça ou Vie de couple. On va utiliser aussi une unité linguistique issue d'une prononciation lexicalisée. Ainsi, par exemple, il y a un podcast assez connu en Acadie qui s'appelle « You ce que t'es rendu » ou encore, on a également le podcast « Qu'est ce que t'en penses ?» c'est celui sur lequel nous allons mettre notre attention. Où on a également des titres de podcasts qui marient du français et de l'anglais afin d'illustrer la mixité. Donc, pour nous, cette façon d'indexer son acadianité par la mobilisation d'un trait linguistique, donc on sait que c'est déjà une stratégie qui a été adoptée hors du monde du podcast, qui a été adoptée par beaucoup de produits, je dirais, culturels acadiens. Et évidemment, ça participe d'une stratégie de découvrabilité, de distinctivité. C'est l'idée, finalement, de garder une touche locale, ce qui sert à distinguer. Mais c'est également pour nous, le fait de titrer son podcast ainsi, un indice de connivence, de solidarité, c'est une stratégie d'inclusion. Et on va voir que celle-ci va fonctionner à plein régime lorsque les concepteurs de podcasts misent sur des pratiques vernaculaires, non plus seulement au sein du titre de leur balado, mais à l'intérieur de leur balado. Et on va voir donc maintenant comment cette volonté d'inclusion communautaire se construit par la langue. Oui, donc, comme Laurence a pu le dire, nous, on s'est intéressé au podcast plus particulièrement qui s'appelle « Qu'est-ce que t'en penses ?» qui est décrit comme un podcast acadien avec Frank puis Lee, puis c'est tout en chiac, avec le seul hashtag en chiac. En fait, c'est le seul hashtag qu'ils vont utiliser un peu partout sur leurs vidéos. Donc, pourquoi s'intéresser à celui-là? Parce que ce podcast-là, en fait, met de l'avant une politique linguistique qui va grandement valoriser le vernaculaire, donc ici, le chiac. Frank et Lee, c'est ces deux personnes-là. Donc, ils vont inviter sur leur podcast des gens souvent de leur entourage et qui sont environ du même âge qu'eux, donc environ 35 ans. Frank et Lee sont les deux originaires du sud-est du Nouveau-Brunswick, donc de Shediac et Cap-Pelé, respectivement. Les gens qui vont être invités sont aussi issus généralement du sud-est, mais peuvent venir aussi d'ailleurs, mais généralement vont vivre dorénavant depuis parfois quelques années dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Ils ont un certain profil qui va pouvoir se ressembler, c'est qu'ils ont un certain capital symbolique certain. C'est que souvent, ça va être par exemple des entrepreneurs ou des musiciens qui vont inviter. Ces invités-là vont être ensuite invités à parler de leur parcours de vie et ce, tout en chiac. Donc, pour nous, ça, c'était particulièrement intéressant parce que justement, comme Laurence a pu le mentionner, il va se créer un véritable espace d'inclusion. Il va y avoir une volonté en donnant un espace au vernaculaire et aux gens qui le parlent, des gens qui sont en plus qui ont connu une certaine réussite professionnelle, donc mettre de l'avant qu'on peut parler chiac tout en ayant, par exemple, réussi, qui va avoir pour effet de probablement contrer les gatekeepers de la langue des espaces médiatiques. Gatekeeper étant une expression qu'on emprunte à Heller lorsqu'elle parle justement du fait que les traits de la langue du français vernaculaire sont invisibilisés traditionnellement dans les espaces médiatiques officiels, donc à la radio et, par exemple, dans les journaux. Cet espace d'inclusion-là aussi, ça nous a fait penser peut-être à justement un espace comme un safe space, donc c'est pour ça qu'on a donné le nom de potentiellement un safe space linguistique. C'est que les podcasts en général, mais surtout le podcast Qu'est-ce que t'en penses, vont procéder à un désamorçage des insécurités. Donc, ça va être un environnement qui va se construire comme étant un endroit où on se sent à l'aise de participer, de parler, tel que l'on le fait tous les jours, tel que l'on est, sans avoir la crainte d'être critiqué, moqué. Donc, qui serait potentiellement peut-être même construit comme étant à l'abri d'une certaine forme d'insécurité linguistique. Safe space linguistique, donc, ça fait tout de suite penser en fait au marché franc, ce concept de Bourdieu sur les marchés de langue, en fait. De quelle façon? C'est parce que là, ici, c'est le franc-parler qui va être valorisé, il va être synonyme de solidarité au sein du groupe entre les animateurs et leurs invités. Le fait que le chiac devienne en fait un attribut là, inclusif, quelque chose qui valorise l'inclusion, c'est une valeur qui est très actuelle, mais
comme Laurence l'a pu le dire, ben, ça va causer aussi certaines exclusions. Déjà, de mettre de l'avant autant le vernaculaire, de se créer un marché franc linguistique, ben, Bourdieu ici nous explique l'exclusion qui va arriver là, presque de fait avec un marché franc. C'est qu'un marché franc, c'est un espace de contre-légitimité linguistique qui exclut, au moins symboliquement, les locuteurs et locutrices de la langue dominante. Donc, par exemple, c'est uniquement des locuteurs et locutrices acadiennes qui vont être issus des maritimes qui vont pouvoir, qui participent du moins aux épisodes du podcast Qu'est-ce que t'en penses? Donc, sur les 60 épisodes que le podcast compte, tous sont issus des maritimes. Il va y avoir, principalement des gens du Sud-Est, mais il va y avoir aussi, par exemple, des gens qui s'identifient comme Acadian, Braillon, qui est une identité du nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Et il va y avoir aussi des gens qui sont issus du nord de la province du Nouveau-Brunswick, mais toujours reliés à des communautés qui sont donc reconnues comme étant acadiennes. Donc, on ne retrouvera pas de francophones, par exemple, issus d'un pays européen ou même du Québec. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on met de l'avant, le fait d'inclure des gens qui parlent chiac, ben c'est aussi exclure les représentants de variétés qui sont considérées comme peut-être plus standardisantes ou des variétés qui dominent déjà les espaces médiatiques officiels. Aussi, il y a une exclusion qui va être un peu plus implicite. Elle est reliée aussi à l'utilisation du vernaculaire. Violette, ici, nous rappelle que l'acadienneté est intimement liée aux variétés non standards de français. La langue française va servir de pilier à l'identité collective et va tirer sa légitimité de son authenticité par la singularité de ses usages par rapport au reste de l'espace francophone. Le chiac répond très bien là, à cette définition-là. En fait, le chiac va finir par être identifié à un groupe restreint. Il ne deviendra plus une référence, en fait. On va l'essentialiser, puis ça va être un groupe en particulier, des gens en particulier qu'on va reconnaître comme pouvant s'exprimer en chiac. Où est-ce qu'on veut en venir avec ça exactement? C'est qu'on pense que l'épisode 35 est vraiment intéressant de ce côté-là. C'est qu'il va y avoir une exception qui va être faite. Donc, tous les épisodes sont tout en chiac, sauf l'épisode 35 où l'invité va s'exprimer presque exclusivement en anglais. Les deux animateurs vont lui poser les questions en français, donc il y a une certaine compétence en français, mais lui va répondre en anglais. Les deux animateurs vont le décrire comme étant un vrai de vrai acadien. Puis il va y avoir tout un discours autour de l'identité acadienne comme étant sentie et vécue. Donc, c'est lui qui va dire être acadien, c'est dans le cœur. Peu importe la couleur de notre peau, le nom de famille que l'on porte ou de l'endroit d'où l'on vient, l'Acadie, c'est dans le cœur. Donc, il y a toute cette construction-là autour du discours là, sur l'identité qui serait sentie et vécue. Mais en fait, on va découvrir tout le long de l'épisode que c'est le parcours spécifique de l'invité qui est en fait garant de son acadiennité. La personne dont on parle, c'est qui est né de parents acadiens, mais il a été élevé uniquement en anglais. Donc, lui-même va dire qu'il s'est réapproprié le français en venant vivre dans les Maritimes. Puis, il vit d'ailleurs présentement à Wallville, tout près du site patrimonial de Grand Pré, qu'il va décrire comme un lieu qui représente un espace zen là, pour lui, qui est un espace vraiment très important pour lui. Donc, ici, ce n'est pas n'importe qui. L'invité de l'épisode 35 est acadien, on le reconnaît comme un vrai de vrai acadien, mais il est construit aussi authentiquement acadien à cause de sa généalogie, en grande partie. C'est vraiment quelque chose qui... Il reste 2 minutes, Tom. OK, merci. C'est vraiment quelque chose qui va être important, en fait, tout au long du podcast parce que les invités vont se construire une authenticité acadienne. Étant donné que le chiac est mis de l'avant dès le début des épisodes, il va y avoir une importance qui va être mise sur la généalogie et l'origine géographique. Les gens vont se présenter en mettant tout de suite de l'avant la localité d'où ils viennent, qui est souvent une localité du Sud-Est, mais sinon aussi, il va y avoir des apartés généalogiques qui vont être faits. Donc, il y a une personne qui va dire « je suis chiac, je suis acadienne », puis ensuite, elle va dire « c'est évident »,
elle va nommer des noms de famille qui sont reconnus comme étant typiquement acadiens. Donc, Cormier, Leblanc, Landry, etc. Il y a même une autre personne qui va se faire poser une question justement sur son nom de famille, puis qui va dire que en réalité, c'est un nom de scène, parce que ce nom-là lui vient du prénom de l'un de ses ancêtres qui aurait fondé une localité acadienne dans le nord de la province. Il va dire, mon vrai nom, en fait, c'est Boudreau, qui est aussi un nom traditionnellement reconnu comme étant acadien. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va être finalement mis de l'avant, même si on tient un discours sur une identité sentie et vécue. C'est une construction, un discours sur l'identité qu'on décrit comme étant ethnicisant, et forcé de constater qu'il n'y a pas d'invités qui sont issus, par exemple, de minorités ethniques dans le podcast. Donc, en conclusion, on pense que le podcast, en particulier, que c'est en pense, peut être reconnu comme un marché franc, au sens que lui attribue Bourdieu, donc un espace de contre-légitimité linguistique. Le vernaculaire est utilisé pour se distinguer et être repéré sur les plateformes où l'on peut retrouver des balados-diffusions. Et le podcast va se construire comme étant inclusif pour des locuteurs et locutrices aux pratiques langagières invisibilisées dans les médias traditionnels. Mais le fait de mettre l'emphase sur le vernaculaire va avoir tendance, du moins dans le cas c'est en pense, à reproduire une certaine construction généalogique et historique de l'acadianité et donc de l'identité acadienne. Donc, ça serait tout pour nous. Merci beaucoup, Laurence et Tommy. Je ne connaissais pas ce podcast-là. Je suis bien content que vous l'ayez partagé. Ensuite, notre dernière présentation, puis par la suite, on va avoir du temps pour la période de questions. Donc, la prochaine présentation, c'est par Fiona Peterson. Ça s'appelle le marqueur Coudon dans la communication numérique écrite. Fiona Peterson est une fière diplômée du collège Glendon à l'Université de York. Elle détient également un baccalauréat en éducation à l'Université Western. Elle est passionnée de la linguistique, car étant trilingue anglais, français, allemand, elle se pose perpétuellement des questions sur l'origine des mots et des relations entre les langues. Son travail de recherche de maîtrise portait sur les compétences sociolinguistiques des élèves d'immersion française en Ontario. Pour sa thèse de doctorat, Fiona propose d'examiner l'intersection de la sociolinguistique et du numérique, en particulier la production langagière des Québécois dans les réseaux sociaux. La parole est à toi, Fiona. Bonjour à toutes et à tous. Je vous présente aujourd'hui une étude de cas sur l'emploi du marqueur Coudon, élément typique du français québécois populaire dans la communication numérique écrite, et plus précisément dans l'espace public des réseaux sociaux Facebook et Twitter. Cette étude qualitative s'inspire de perspectives énonciatives et sociolinguistiques et fait partie d'une plus grande recherche quantitative qui représentera éventuellement ma thèse de doctorat. Je vais d'abord expliquer et décrire ce marqueur Coudon. Ensuite, je définirai brièvement la communication numérique écrite, puis je présenterai mes analyses du marqueur Coudon dans les communications numériques écrites à partir d'une analyse énonciative par Paul Laurendeau datant de 1985. Enfin, je présenterai mon hypothèse sur le marqueur Coudon lorsque l'énoncé est accompagné d'un élément multimédia, avant de faire quelques remarques finales. Pour introduire le marqueur Coudon, comme nous savons, le français québécois populaire est constitué d'emprunts lexicaux aussi bien que syntaxiques, de néologismes, de calques du moyen français et de déformations de ces derniers. Le cas de l'expression Coudon est particulier car d'après Jean-Marcel Léard, il s'agirait d'un ancien impératif figé et d'après Paul Laurendeau, il s'agirait d'une déformation de l'expression écoute donc. Même les dictionnaires du français québécois ne se mettent pas d'accord sur le sens de ce terme. Le dictionnaire de la langue québécoise de Léon Bergeron, l'expression coudon est définie comme un verbe transitif au présent de l'impératif à la deuxième personne du singulier et serait alors l'équivalent de écoute donc et dis donc. Et en revanche, selon The Québécois Dictionary, également de Léon Bergeron, coudon serait une interjection, une variété de écoute donc, qui peut communiquer le sens de écoute et est-ce vrai. Donc, j'ai voulu examiner de plus près ce marqueur discursif dans différents contextes et surtout dans le contexte du numérique.
Et donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas le terme coudon, je vous ai présenté un petit exemple tiré de l'article de Paul Laurendeau. Coudon, j'ai faim moi, donc c'est surtout une interjection. Et je vais discuter en plus de détails dans ce qui suit. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que la communication numérique écrite? Que veut-on dire par communication numérique écrite et pourquoi étudier la communication numérique écrite? Avec l'avènement d'Internet, les linguistes sont nombreux à proposer l'espace virtuel comme nouveau terrain d'étude. Les chercheurs abordent la problématique langue et Internet de diverses manières et sous différents angles, et il y a toute une gamme de terminologies et de conceptions possibles pour rendre compte de ce nouveau terrain. Certains prennent une perspective assez large, incluant dans leur conception toutes les différentes communications possibles, telles que les linguistes américaines Caroline Tagg et Susan Herring, qui étudient l'écrit aussi bien que les communications par multimédia. Pour sa part, le chercheur français Jacques Anis mettait l'accent sur les aspects technologiques du contexte virtuel, et d'autres, tels que le linguiste anglais David Crystal et le chercheur français Michel Marcoccia, mettent l'accent sur la communication ou la langue. Puisque je m'intéresse à la production langagière écrite et non audiovisuelle ou multimédia, j'ai choisi d'adopter, dans le cadre de mes analyses, la terminologie de Michel Marcoccia, communication numérique écrite. Cette notion inclut toute forme d'échange communicatif dont les messages sont véhiculés par des réseaux télématiques. Donc, cette terminologie ne se limite pas aux communications médiatisées par ordinateur, mais inclut la communication par téléphone mobile, tablette, etc., et met l'accent sur la production langagière écrite. Les recherches dans ce domaine s'accumulent, surtout en anglais et en Europe, et en particulier en ce qui concerne les langues minoritaires en Europe, mais très peu a été étudié encore sur le français québécois dans l'espace virtuel. Donc, pourquoi la communication numérique écrite nous intéresse? Eh bien, parce qu'elle témoigne d'une hybridité orale-écrite. Plusieurs chercheurs en sciences sociales se sont prononcés sur cette hybridité orale-écrite. Et quelques exemples de cette hybridité oral-écrit sont l'emploi d'une orthographe phonétique, l'emploi d'éléments lexicaux, verbaux, syntaxiques qui sont typiques de l'oral, tels que les marques discursives, donc dans ce cas, coulon, l'emploi d'abréviations et de troncations, et des emplois scripturaux qui imitent la voix, comme l'emploi de majuscules, la répétition de lettres et même l'emploi d'émoticônes. Tout ceci pour remplacer l'intonation, le geste, les expressions du visage, par exemple. Et je vous montre un petit exemple tiré d'un corpus de SMS pour montrer tous ces éléments hybrides. Et je les ai soulignés dans cet extrait. Et donc, on voit effectivement des troncations, des abréviations, on voit coudon, on voit des émoticônes. Donc, tout ceci pour voir les éléments de l'oral qui sont transcrits à l'écrit. Donc, ainsi, étant donné cette hybridité, nous pouvons étudier des aspects de cette communication numérique écrite qui sont des éléments que l'on verrait normalement à l'oral, mais qui apparaissent à l'écrit dans les communications numériques écrites. Plus particulièrement, cette hybridité nous permet d'accéder au vernaculaire et même à des nouveaux usages sociaux d'une langue minoritaire. Nous pouvons alors examiner et décrire comment les internautes, et dans ce cas les internautes québécois, utilisent la langue écrite dans un contexte virtuel et comment ils incorporent des éléments de l'oral dans leur écriture. Dans le cas de Coudon, il s'agirait alors de communication numérique écrite par des Québécois, puisque ce marqueur ne figure pas dans d'autres variétés du français. Donc maintenant, je passe à mon analyse de Coudon dans la communication numérique écrite. Donc, j'ai voulu examiner de plus près un exemple de cette hybridité en faisant une étude de cas d'un marqueur utilisé, comme j'ai dit, traditionnellement à l'oral, mais qui apparemment apparaît aussi dans les communications numériques écrites. D'une part, afin d'examiner comment les locuteurs emploient ce terme en ligne et de déterminer si le marqueur Coudon remplit les mêmes fonctions qu'à l'oral, dans le but de déterminer l'effet du numérique sur l'emploi du français québécois. Pour cette étude de cas, j'ai fait une recherche pour le terme Coudon dans les espaces publics des réseaux sociaux Facebook et Twitter. Et ensuite, j'ai extrait plusieurs énoncés pour faire mon analyse. J'ai choisi d'étudier la production langagière sur les réseaux sociaux parce que je m'intéresse à l'espace public et les interactions,
contrairement aux échanges privés par SMS, par exemple. Donc, je vous présente aujourd'hui seulement quelques échantillons des énoncés que j'ai repérés et analysés dans le cadre de mon étude de cas qualitative. Donc, tout d'abord, dans mes analyses, j'ai remarqué que le marqueur Coulomb démontre une grande flexibilité syntaxique dans les communications numériques écrites. Il peut s'insérer avec ou sans adverbe de manière autonome. Il peut se situer en position initiale, médiane ou en fin d'énoncé. Et j'ai déjà dit qu'il peut exister de façon autonome et nous verrons plus loin dans quelles circonstances il peut exister de façon autonome. Donc, on aurait une phrase, un énoncé, il y a seulement Coulomb ou ben Coulomb, tout simplement. Et là, je vous ai mis des énoncés provenant des communications numériques écrites pour voir les exemples de chaque instance syntaxique. Et nous verrons plus loin dans les autres énoncés d'autres exemples de cette flexibilité syntaxique. Donc, maintenant, je vous présenterai brièvement un survol des fonctions du marqueur Coulomb d'après l'analyse énonciative par Paul Laurendeau. Et c'est sur ce schéma que je m'appuie dans mes analyses du marqueur Coulomb. Donc, j'ai un peu pris son schéma pour voir qu'est-ce qui se passe en ligne. Donc, d'un point de vue énonciativiste, les marqueurs discursifs appellent dans la majorité des cas une situation d'interlocution parce qu'ils servent au locuteur à se positionner par rapport à son discours ou par rapport à celui de l'interlocuteur. Et d'après l'analyse de Paul Laurendeau, Coulomb, je cite, introduit principalement la modalité 1 de Culioli, c'est-à-dire les actes illocutoires d'assertion, d'interrogation et d'ordre. Et selon Laurendeau, le marqueur Coulomb peut servir à plusieurs opérations. Il peut introduire une assertion qui est de nature causale. Il peut marquer une conséquence. Il peut exprimer de la surprise de la part du locuteur. Il peut exprimer de la résignation face à une situation. Il peut figurer dans un énoncé interrogatif. Et dans un énoncé interrogatif, il peut faire un parcours de plusieurs options possibles. Donc, j'ai alors décidé de reprendre ce schéma, comme j'ai dit, et de le mettre à l'épreuve dans le contexte des communications numériques écrites sur Facebook et Twitter. Et dans les énoncés qui suivent, notez que j'ai laissé les fautes de frappe et les orthographes phonétiques, donc sachez ça. Donc, voici mon étude de cas de Coulomb. Et nous verrons les énoncés que j'ai extraits des espaces publics de Facebook et Twitter en suivant le schéma de Laurendeau que j'ai adapté. Donc, tout d'abord, la fonction causale, nous le voyons comme à l'oral, nous le voyons en ligne, dans les médias sociaux. Coulomb peut marquer une cause, comme dans l'énoncé ici, que j'ai tiré de l'espace public de Twitter. Notons aussi que cet énoncé accompagne une photo, et cela sera important plus tard. Le locuteur fait alors au comportement du virus et donne pour cause les décisions des experts. Bon, évidemment, c'est sarcastique. Et je discuterai plus loin de la relation entre Coulomb et un élément multimédia, d'après mes analyses. Ensuite, de même, comme à l'oral, Coulomb peut marquer une conséquence, comme on voit dans l'énoncé ici tiré de Facebook. Cet énoncé exprime également de la résignation, dans le sens que le locuteur se résigne au fait qu'il faut aller à l'école, malheureusement. En revanche, pour les fonctions cause et conséquence, peut-être en raison du manque de contexte dans les communications numériques écrites, j'ai trouvé très peu d'instances de Coulomb dans ces deux fonctions cause et conséquence, dans ce qui est accessible publiquement. Donc, les deux que je vous ai montrés sont en gros les deux que j'ai trouvés. Pour ce qui est de la fonction surprise, c'était la fonction qui revenait le plus souvent. Donc, on voit très souvent des emplois de Coulomb qui évoquent la surprise de la part du locuteur et surtout lorsque l'énoncé est accompagné d'une photo ou d'un élément multimédia. Donc, voici un exemple assez drôle tiré de Facebook. Donc, on ne s'attend pas à voir un chat hibou. Alors, Coulomb, dans cette situation, indique de la surprise de la part de celui qui parle, mais anticipe aussi la surprise de celui qui verra la photo.
et on discutera plus loin l'importance des photos. Comme à l'oral, Coudon peut exprimer un sentiment de résignation. C'est un énoncé que j'ai tiré de Twitter. Cet énoncé pourrait aussi facilement exprimer de la surprise dans le sens que le client au début était intéressé, mais soudainement est disparu. Mais l'énonciateur se résigne au fait que son client soit disparu et il n'y a rien qu'il puisse faire, il n'y a aucune explication. Et on voit aussi le fait que Coudon est tout à la fin de l'énoncé. Ensuite, pour la fonction interrogation, il y avait plusieurs instances de Coudon dans un énoncé interrogatif, comme à l'oral. Donc, Coudon peut s'insérer dans un énoncé interrogatif et, selon mes analyses, n'est pas contraint à une formule précise d'interrogation. Donc, il y avait plusieurs différentes variétés de formules interrogatives. Cette suite de questions montre à quel point Coudon a une fonction interrogative, mais on constate encore cette notion de surprise, d'incompréhension de la part du locuteur véhiculée par Coudon. Ensuite, dans les énoncés interrogatifs, comme à l'oral, Coudon peut avoir une opération de parcours. Donc, dans cet énoncé que j'ai tiré d'un groupe public sur Facebook, le locuteur s'interroge sur ce qui pourrait expliquer le bruit des sirènes. Et ce qui est intéressant ici encore, c'est que l'énoncé fait référence à une situation externe à l'espace virtuel. Et la notion de surprise revient aussi. Donc, maintenant, je propose une hypothèse d'après ce que j'ai trouvé dans les communications numériques écrites et le marqueur Coudon, surtout quand l'énoncé est accompagné d'une photo ou d'un élément multimédia. Et mon hypothèse, c'est que Coudon aurait une fonction deictique dans les communications numériques écrites lorsque l'énoncé accompagne une photo. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'un deictique? Petit résumé. Donc, il s'agit d'un élément qui désigne un objet, locuteur, lieu, date, etc., dont le référent dépend de la situation d'énonciation. Donc, un deictique, c'est un élément qui pointe vers quelque chose. Donc, nous avons vu du côté syntaxique que Coudon peut apparaître de manière autonome avec l'adverbe pour former une phrase complète. Et toutes les instances que j'ai trouvées de ce phénomène, où Coudon est autonome avec l'adverbe, sont lorsque l'énoncé est accompagné d'une photo. Donc, il me semble dans ces instances que Coudon aurait une fonction deictique, puisque le marqueur réfère ou pointe directement à la photo. Et sans la photo, l'énoncé n'aurait aucun sens ou n'aurait aucun contexte. Donc, voici deux exemples. Donc, voici deux énoncés tirés de Facebook avec la photo ou l'élément multimédia qui l'accompagnait. Dans les deux cas, Coudon indique de la surprise, mais réfère également à la photo ou à l'élément multimédia. Donc, les deux sont un peu rigolos. Si on fait un petit exercice, si on enlevait les photos et on affichait seulement l'énoncé, ils sont pas mal vides de sens ou au moins très ambigus. Dans le premier cas, il n'y a plus de contexte et dans le deuxième, l'énoncé n'a aucun sens. Les énoncés deviennent alors quasi incompréhensibles sans la photo ou autre élément multimédia qui l'accompagne, soit puisqu'ils font référence à la photo explicitement dans l'énoncé, soit puisqu'il n'y a aucun référent et aucune prédication dans l'énoncé lui-même. Alors, quand la publication contient un élément multimédia, le marqueur Coudon dans les communications numériques écrites ouvre le discours en attirant l'attention de l'interlocuteur à la photo qui l'accompagne. Par contre, si l'énonciateur affichait seulement la photo sans énoncé, l'énonciateur n'ouvrirait pas le discours de la même manière car il ne fait aucun commentaire sur la photo. L'énoncé et la photo ensemble attirent l'attention des co-énonciateurs vers la photo, mais aussi vers le topic et le focus que l'énonciateur aimerait aborder au sujet de cette photo. Donc, à mon avis, le marqueur Coudon introduit la photo avec la réaction du locuteur. Et encore, je pense que Coudon, dans les communications numériques écrites, lorsque accompagné d'un élément multimédia,
n'a plus le sens de écoute donc, mais plutôt dis donc ou regarde donc. Donc, pour conclure, le marqueur coudon, qui est élément typique du français québécois populaire à l'oral, est à la fois une particule qui sert à ouvrir le discours, mais permet aussi à l'énonciateur de transmettre ses idées, ses intentions et ses réactions face à une situation. Dans la communication numérique écrite, coudon garde plus ou moins les mêmes fonctions qu'à l'oral et semble également incorporer une fonction déictique lorsque l'énoncé est accompagné d'une photo ou élément multimédia, ce qui indiquerait à quel point ce marqueur est flexible dans son sens et dans sa fonction. Dans les communications numériques écrites, les emplois les plus fréquents de coudon, d'après mes recherches, sont la fonction surprise et interrogation. Et il semblerait alors que le marqueur coudon, dans les communications numériques écrites, d'une part, communique la réaction du locuteur face à une situation, et d'autre part, suscite une réaction ou une réplique de la part des interlocuteurs, et ainsi ouvre un discours, dans ce cas, un échange entre interlocuteurs dans un espace virtuel. On constate aussi que les locuteurs du français québécois manipulent la langue écrite et le vernaculaire, insérant des éléments de l'oral pour répondre à leurs besoins communicatifs en ligne. Donc, c'est tout pour moi. Merci. Merci beaucoup, Fiona. Très intéressant. Il est 10h08, heure de l'Est. On va poursuivre avec la période de questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les diriger aussi dans le chat. En commentaire pour Laurence et Tommy, j'ai vraiment aimé ce que vous avez dit sur le fait que le podcast était à l'abri de l'insécurité linguistique et c'était une valorisation du vernaculaire. Et j'ai un peu les mêmes idées pour l'emploi de la langue dans les réseaux sociaux. C'est un peu aussi mes hypothèses. Bon, je n'ai pas encore fait ma recherche, mais c'est un peu ça que je constate, que les gens se sentent à l'aise de jouer avec la langue. Et c'est un peu une façon de s'approprier leur langue. Donc, j'ai bien aimé ça. Merci. Il y a M. Manzano qui aurait une question. Oui, c'est une remarque pour les deux, mais je vais commencer par Fiona Patterson, puisqu'elle vient de parler. Votre coudon, là, vous ne trouvez pas que ça ressemble beaucoup à un phatique, en fait? Je ne suis pas sûr, je ne sais pas, hein, je ne connais pas assez votre dossier, mais tel que je l'ai vu, ça a l'air d'être un élément pour maintenir la communication, pour affirmer l'identité, je ne sais pas trop, mais je ne sais pas s'il faut chercher vraiment des valeurs, mais enfin ça c'est votre problème, vous verrez, mais pensez-y quand même. Je voulais vous faire cette remarque. Merci. Vous voulez peut-être répondre, je sais pas. Non, j'allais juste dire, non, vous avez raison. En fait, j'ai laissé un peu à part la partie fatigue, mais vous avez raison. Mais je ne voulais pas trop rentrer dans l'énonciation, ce n'est pas vraiment mon domaine. Donc, j'ai comme laissé un peu à côté cette partie-là, mais vous avez raison. Merci. Non, vous avez bien compris. Hein, c'est juste pour vous guider un petit peu, si on peut. Hein. C'est dans ce sens-là que je fais. Donc, voilà. Et alors, une question ou une remarque pour les deux autres. Je suis tout à fait d'accord avec Madame Arrigui et Monsieur Berger, c'est ça? Oui, effectivement, il faut interroger le marché des langues. Mais en vous écoutant, j'ai remarqué quelque chose. Alors, d'abord, pour votre exposé, alors j'espère que vous allez entendre ce que je veux dire. Je parle pour Arrigui, hein, pour l'autre communication, pas pour Madame Patterson. Et donc, pensez à donner pas mal d'exemples, parce que pour vous, c'est peut-être évident, je ne sais pas si vous le ferez dans la communication écrite, mais pour ceux qui sont extérieurs, ce n'est pas évident du tout. Moi, je connais un peu le TCHEAC, etc., parce qu'il y a plusieurs années déjà, on avait fait une collaboration avec certains de vos collègues canadiens, Madame Chevalier, des gens comme ça. Je pense aussi à d'autres régions, pour le Manitoba, des gens comme Robert Papin et Anne-Sophie Marchand. Donc, j'étais un petit peu informé de la chose. Mais pour les gens qui vous lisent, c'est bien, pour les non-canadiens, pour les non-québécois, etc., c'est pas mal d'avoir quelques exemples concrets. Donc, quand vous rédigerez, pensez-y, hein, que ça se voit. Et une remarque finale quand même, parce que j'ai parlé tout à l'heure du fait que, par exemple, le galop en Haute-Bretagne faisait le maximum
enfin la communauté galaisante faisait le maximum pour se détacher du français, ben, je remarque à vous écouter que c'est plutôt l'inverse qui se produit chez vous. C'est-à-dire que on sent bien au cours de l'exposé sur le TIAC que on essaie de s'approcher de cette norme française, n'est-ce pas? Alors, je ne dis pas que c'est de la normativisation, mais ça ressemble beaucoup à de la normalisation vers le haut. C'est voilà une remarque que je voulais vous faire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, comment vous voyez la chose, vous. Oui, merci. C'est vrai qu'on a peu mis en contexte en se disant que, bon, peut-être sur la plateforme de l'ACFAS, ce n'était pas absolument nécessaire, mais vous avez raison, effectivement, il faudrait quand même donner une idée des pratiques qu'on commente. Oui, là, évidemment, là. Oui, effectivement, le CHIAC est mis de l'avant comme différent, mais par ailleurs, avec Tommy, on s'intéresse aussi plus à la forme du CHIAC et indéniablement avec une société qui change, qui est, je ne sais pas comment dire, de plus en plus éduquée, de plus en plus connectée, etc. Là, oui, sans doute que la langue se dévernacularise, on va le dire comme ça, là. Ouais. Et c'est d'ailleurs quelque chose que dans les podcasts pris alors non plus comme des faits sociaux, culturels et politiques, mais pris comme des corpus, on essaye un petit peu de regarder finalement à travers les pratiques comme le fait Fiona Patterson. Là, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, si j'insistais là-dessus, c'est parce que j'ai le sentiment que on est dans une situation totalement inverse de celle de la situation française, où en France, justement, on essaye de se détacher de cette norme qui pèse, qui a été construite historiquement, on le sait, c'est une des plus solides qui existent en Europe. Donc, les gens sont prisonniers de ça et ils cherchent absolument à s'enfuir. Quant à vous, vous êtes dans un contexte minoritaire, en fait, et on a l'impression que ce que j'appelais les basilecs tout à l'heure ont tout intérêt, d'un point de vue militant, d'un point de vue sociolinguistique, à se remettre vers le centre et justement pousser vers la norme, qui peut être la norme française ou une norme canadienne de type français, mais pas exactement celle des terrains, quoi. Voilà, c'est tout. Je crois que c'est quasiment l'inverse. À vous écouter, hein, à vous écouter. Voilà, c'est tout. Merci. Avant de passer à Lorraine puis Patrick, Michel Bourque, un commentaire. Question pour Fiona. Puis je pense que tu viens d'y répondre, Fiona. Je viens de répondre dans le chat. J'ai vu ça, tu y as répondu dans le chat. Parfait. On va passer à Lorraine, puis ensuite à Patrick. Lorraine. Oui, bonjour, bon matin. Merci beaucoup pour ces présentations très variées et fascinantes. Moi, je suis loin d'être un linguiste ou une spécialiste du monde digital. Alors, je vous demande une question plutôt communautaire. Ce qui me frappe dans les présentations, c'est comme on voit une deuxième vie ou une vie parallèle des communautés qui se passent sur l'Internet, soit pour définir ou changer ou défendre ou militer pour la cause d'une langue, soit de préserver un mot ou de développer le développement de la langue. Pour les communautés d'expression anglaise au Québec, comme vous avez entendu sans doute, c'est moins une question de préserver la langue que de préserver la communauté en tant que telle. Mais les communautés anglophones aussi commencent à avoir une sorte de double vie ou seconde vie en ligne. Alors, c'est plutôt un commentaire. Je me demande si vous avez des réactions à ça, si vous trouvez qu'effectivement, il y a comme une autre vie communautaire qui se passe maintenant en ligne, qui est différente de celui qui est vécu sur le terrain en vraie vie. Oui, c'est le problème justement de ce que je disais tout à l'heure. C'est la bulle qui fait qu'il y a un écartement qui est en cours entre la langue qui, prenons le cas du gallo, puisque ça avance très bien, qu'il y a eu des grammaires, il y a tout un effort de normalisation graphique, etc. Et c'est un problème essentiel à mes yeux. Et je retourne le processus en disant que c'est probablement ça qui va finir de tuer le gallo sur le terrain.
parce que c'était une langue paysanne, assurément. Elle allait très bien dans le bocage. On l'a parlé d'une certaine manière en rapport avec des objets qui sont les objets du bocage. Le bocage, c'est cette espèce de résultat de la déforestation qui fait qu'on a des prairies partout avec des arbres, etc. C'était très, très éclaté, avec des gens qui parlaient différemment à 5 kilomètres les uns des autres. Et la construction militante est en train de proposer une langue de plus en plus centralisée, tout en disant qu'on peut quand même préserver certains usages, etc. Et donc, du coup, les vrais locuteurs qui sont à la base de cette langue, eh bien, vont disparaître. Ce phénomène n'est pas propre au domaine galaisan. Comme je travaille par ailleurs sur le domaine catalan, je peux citer par exemple des études qui ont été faites il y a déjà une bonne dizaine d'années pour montrer que la normalisation catalane, vous savez, très dure, très centralisée sur Barcelone, là, vous avez tous entendu parler de ça, eh bien, cette normalisation catalane est en train de tuer les langues locales catalanes. Par exemple, une linguiste importante démontre que le parler de Cadaqués, vous savez, la région où était né le grand Salvador Dali, où il avait vécu, le parler de Cadaqués avait quasiment disparu il y a déjà quelques années. Il n'y avait plus que quelques locuteurs. Donc ça, c'est une manière de répondre à la dame qui vient de m'interroger. Il y a un écartement et les militants, sans s'en rendre compte, c'est ça le paradoxe, c'est qu'ils veulent aider la langue. Ils veulent qu'elle soit protégée, qu'elle soit réinsérée. Mais en même temps, ils créent les ferments de ce que le français a créé, lui, par rapport à son propre paysage linguistique, c'est-à-dire l'autorité et la grammaire, et donc la disparition de tout ce qui n'est pas dans l'autorité et la grammaire. Voilà, c'est tout ce que je peux ajouter. Moi, je peux peut-être ajouter quelque chose pour le Chiac. Je trouve ça assez intéressant parce que j'ai aussi travaillé là, en parallèle sur des comptes TikTok de 2 créatrices de contenu. Puis on dirait vraiment que sur Internet, il y aurait comme c'est comme si c'était décomplexé l'usage de la langue, tandis que j'ai l'impression, en tout cas, que dans la vie de tous les jours, c'est un petit peu plus compliqué. Là, je pense qu'on le montre un peu avec le podcast, le Chiac qui est utilisé et mis de l'avant. Puis là, je pense à 2 créatrices de contenu sur TikTok qu'elles vont vraiment mettre de l'avant aussi le Chiac, mais des fois, il y a des gens qui vont poser des questions sur leur usage du français, puis des fois, ils vont juste comme... Ils vont y aller, ils sont sûrs d'elles, ils ont confiance en elles, en leur pratique. C'est vraiment quelque chose qui est comme normal, ce qui est, selon moi, un petit peu différent justement peut-être dans la vie de tous les jours, là, où il y a justement ce sentiment d'insécurité linguistique-là, là, dont Fiona elle a reparlé tantôt. C'est pour ça, nous aussi, qu'on pose la question là, à l'abri de l'insécurité linguistique, parce que là, on parle de safe space linguistique, mais en même temps, on en a parlé avec Laurence, c'est qu'ils mettent quand même de l'avant ces pratiques-là sur Internet. Donc, ils sont à l'abri, peut-être oui, parce qu'ils parlent entre eux, mais en même temps, ils sont visibles de tous. Là. Il y a des francophones d'un peu partout qui pourraient tomber sur leur podcast puis quand même formuler des critiques ou en tout cas qui seraient en lien avec un usage plus standard de la langue. Oui, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une tendance un peu différente qui se dessine sur Internet, étant donné que c'est un milieu nécessairement différent en raison du médium. Merci, Lorraine, pour ta question. Et j'ajouterais, oui, pour répondre aux commentaires de Mme O'Donnell, oui, donc pour renchérir sur ce que tous les autres ont dit, mais je trouve que l'emploi de la langue en ligne, c'est un peu une manière de faire revivre la langue, surtout la langue, le vernaculaire, la langue populaire. Et je trouve que c'est pas mal excitant de voir ça, de faire... ça donne plus d'énergie à la langue, à mon avis. Il y a une question dans le chat, mais on va aller à Patrick avant. Sa question. Oui, c'est une question pour M. Manzano. Je me demandais quel est le niveau de reconnaissance de l'État français et des instances départementales en Bretagne face au gallo? Est-ce qu'on l'enseigne, cette langue-là? Ou est-ce que c'est juste un groupe de militants qui travaillent en isolement un peu des instances gouvernementales? D'accord. Oui, je réponds très clairement. Oui, cette langue, on l'enseigne.
On l'enseigne officiellement, je ne crois pas me tromper, l'enseignement du galop a commencé en 1983. C'est-à-dire au moment où les premiers militants agissaient, comme vous le verrez dans ma communication, pour montrer cette authenticité du galop, son ancienneté, etc. En même temps, ils travaillaient sur déjà l'enseignement. Nous avons à l'Université de Rennes, quand j'ai pris ce dossier-là avec différents collègues, nous avons reçu beaucoup d'enseignants. Alors ça s'enseignait au collège, au secondaire. Mais alors on peut remarquer, si vous voulez, qu'au collège, c'est plutôt un enseignement, comment dirais-je, des traditions locales. Ça se fait souvent dans les campagnes, voilà, pour que les petits ou les jeunes reconnaissent leur patrimoine régional. Assez peu de langues. À l'époque, il y avait assez peu de langues. En tout cas, on montrait quels étaient les mots spécifiques de la région. Voilà. Des mots qu'on va retrouver par ailleurs au Canada, en Louisiane, à beaucoup d'endroits. Tous ces mots de l'Ouest. Depuis, ça commence à évoluer parce qu'il y a eu un progrès. Alors, avec les remarques que j'ai faites tout à l'heure, c'est-à-dire que on n'est pas sûr que le système graphique puisse s'unifier bientôt, etc. Mais néanmoins, on a fait des progrès dans ce sens-là. Donc, on sait plus ou moins écrire le galop, etc. On sait plus ou moins mettre à plat une sorte de grammaire. Et je viens déjà de parler de ça. C'est un petit peu gênant parce que c'est ça qui risque de casser aussi le terrain local dont émerge le galop, dont est sorti le galop. Voilà le danger que je vois. Mais est-ce que j'ai répondu à votre question pour l'enseignement? C'est ça? Oui, c'est ça, mais aussi le niveau de reconnaissance au niveau du gouvernement. Ah oui, français, c'est ça. Très centralisateur et la reconnaissance des langues ou des dialectes régionaux. Voilà, je vais vous répondre. D'accord. Ouais. D'accord. Eh bien, en ce qui concerne le galop, à présent, il est reconnu par la région Bretagne, qui dit qu'il y a le français, bien entendu, ça se discute pas, qu'il y a le breton et qu'il y a le galop. Donc, il y a des rubriques, il y a des traductions qui sont faites dans ces langues-là, d'accord? Mais à l'échelle de la Bretagne. Par contre, au niveau national, là, il y a un gros problème parce qu'il y a, je vais dire, quand j'étais à Rennes, à l'époque des cahiers de sociolinguistique, c'était donc il y a une vingtaine d'années maintenant, eh bien, on avait eu une pétition de linguistes, d'accord, qui était heurtée par cette entreprise. Pour eux, donc, il fallait que les langues comme le gallo, le picard, etc., aient bien conscience, et leur communauté, bien sûr, qu'ils agissaient de dialecte de la langue d'ouïe. Voilà, qu'il ne fallait pas trop aller plus loin. Et il est sûr que l'État n'est pas allé contre ça, puisqu'actuellement, il n'y a pas de reconnaissance du gallo, même comme langue régionale, au titre, comment dirais-je, dans tout ce qui est plus ou moins officiel. C'est une sorte de parlure de l'Ouest, admise pour la Bretagne, mais pour l'instant, pas encore. Mais cela étant dit, les militants sont extrêmement actifs, les militants du gallo, sont très soudés, ils sont même un petit peu, comment dirais-je, parfois autistes, ils ne tiennent pas compte des remarques qu'on leur fait. On en a fait beaucoup à Rennes, par exemple, mais ils arrivent quand même à convaincre pas mal de gens. Et il n'est pas exclu qu'ils arrivent à convaincre que le gallo est un cas à part prochainement. Ça, je ne vais pas fermer la porte à ça. Merci. Je vous en prie. Une question dans le chat. Je crois que c'est dirigé vers Laurence et Tommy. J'aimerais savoir, c'est de Christian Martel. J'aimerais savoir si les gens que vous avez étudiés ont fait l'expérience de la radio communautaire au Nouveau-Brunswick avant de faire des podcasts. Je peux juste dire qu'ils ont un profil particulier, hein, les podcasteurs, là. C'est globalement des gens, je dirais, dans la trentaine, un petit peu trentaine avancée. Donc, avec les radios communautaires qui se sont mis en place au début, finalement, du 21e siècle, hein, autour des années 2000, un peu avant, sûrement qu'ils ont grandi un peu avec ça, mais est-ce qu'ils ont déjà été est-ce qu'ils ont fait des émissions? Je ne crois pas. Par contre, plusieurs sont présents sur plusieurs plateformes, hein, ils utilisent différents médias sociaux, puis certains, au moins les deux qu'on a étudiés, hein, ont plus qu'une chaîne YouTube, ont plus qu'un type de podcast. C'est Tommy qui m'a montré ça. Là, Lee vient de lancer un podcast sur le hockey, parler du hockey en chiac. Puis, non, ça c'est Franck.
En tout cas, un des deux là. Oui, c'est Frank. C'est Frank, voilà, c'est ça. Puis c'est Frank aussi qui a un podcast qui est un peu ethnologique, historique, La moustache à Placide. Ça fait que c'est ça. Donc, ils ont un usage varié du podcast, mais je ne crois pas que… Ben, c'est sûr que le fait d'avoir grandi avec les radios communautaires a sûrement un peu teinté en tout cas, leur paysage médiatique linguistique, là. Mais je ne crois pas qu'ils aient jamais… Mais c'est une question, effectivement, qu'il faudrait qu'on fouille un petit peu. Merci. Juste pour terminer, il reste 2 minutes. Il y avait une question qui a été posée par colloque 616. C'est citoyenne. Ça disait pensez-vous que le numérique en général peut préserver une certaine oralité des langues minoritaires? On a un peu déjà discuté. Fiona a répondu à la chat pour répondre à la question de la préservation de l'oralité. Je dirais que oui, et que si on pense à l'histoire de la standardisation des langues, c'est toujours grâce à l'écrit qu'une langue qui commence par être parlée seulement finit par devenir légitime. Mais moi, j'ai l'impression que des fois, il y a une seconde vie. Je pense à des expériences avec des communautés autochtones d'artistes qui vont recueillir, par exemple, des récits auprès de leurs aînés et qui vont ensuite soit transformer ça en œuvre littéraire ou en musique et vont reparler leur langue parce que ce n'est pas nécessairement une langue qui est enseignée à l'école, mais il y a comme une espèce de travail qui n'est pas un travail d'expertise peut-être que vous faites, mais qui est une démarche d'aller recueillir, un peu comme ferait un ethnographe, je sais pas, d'aller recueillir ces langues-là qui disparaissent, puis de les transformer, parce que ce n'est pas nécessairement des gens après qui peuvent le parler au quotidien, mais en même temps, dans certains cas, il y a quand même des initiatives où on va essayer de travailler sur la terminologie, en tout cas, je trouve ça intéressant aussi. Puis aussi, c'est une autre remarque là, par rapport à la communication de Laurence et Tommy. Dans les podcasts, il y a aussi cet aspect interaction avec le public. Puis vous n'en avez pas trop parlé, mais souvent, il y a justement des chats. Là, les gens peuvent réagir. Puis je me demandais qui était le public de ces podcasts. Qu'est-ce qu'eux-mêmes sont aussi vraiment des Acadiens et Acadiennes qui se réclament du CHIAC ou des personnes qui vivent en Acadie qui ne sont pas forcément issues de la communauté acadienne. En tout cas, je sais qu'on est bientôt à la pause. Oui, ben je peux peut-être dire un mot, puis Laurence pourra rajouter s'il m'en manque, mais on en parle souvent avec Laurence, c'est que justement, c'est difficile déjà d'avoir des chiffres là, autour de ça, mais si on se fie juste, par exemple, au visionnement là, qu'ils ont sur leur vidéo, c'est déjà, ça n'atteint pas beaucoup de gens, déjà en partant. Puis généralement, les gens qui vont interagir avec les vidéos, ben, souvent, ça va même être des anciens invités qui vont commenter sur les nouvelles vidéos et tout ça. Sur Facebook, c'est un petit peu plus large parce qu'ils vont publier aussi leurs vidéos sur Facebook. Mais généralement, c'est des gens qui sont issus de leur réseau presque immédiat ou des amis d'amis, par exemple. Puis c'est pour ça aussi que toute la question de Safe Space encore, c'est qu'ils semblent vraiment être entre eux, là, d'une certaine façon. Fait que oui, on a l'impression que le très gros du public, c'est effectivement des Acadiens parce qu'ils sont directement issus de leur réseau local. Je ne sais pas si ça répond un peu à la question. Oui, ça répond bien. Ouais. C'est une observation en même temps. Donc, je ne sais pas si Laurence voulait ajouter ou c'était bon? C'est bon, on peut aller en pause. Donc oui, on va aller en pause. On est en pause pour 30 minutes. On reprend techniquement dans 28 minutes pour la deuxième séance qui va être les médias minoritaires, l'apport du numérique et le développement de nouvelles pratiques. Donc, bonne pause tout le monde.